Et ben c'est parti. Du coup, bonjour à tous. Je vois qu'on a déjà pas mal de connectés. On a l'habitude, d'habitude, on attend 1 ou 2 minutes que les gens se connectent, mais ce que je vous propose, c'est comme maintenant, vous connaissez déjà un peu la démarche, puisque c'est la 3e session. On embraye directement avec les présentations Auxilia, French Tech, pour laisser le plus de temps possible aux 2 entreprises qui sont là aujourd'hui. Donc, Adrien de 360 Learning et Philippe d'Another Way, pour nous présenter leurs solutions et tout ce qu'ils font dans l'IA. Et ben, du coup, je présente les participants aujourd'hui. Donc, Alexandre de la DGE, moi, DGE aussi, mais côté mission French Tech. Et comme j'ai dit, Adrien et Philippe. Alexandre, je te laisse la main pour dire quelques mots sur le plan Auxilia. Merci beaucoup, Clara. Donc, effectivement, j'ai rejoint la direction de projet IA à la DGE. Et donc, je travaille sur le plan Auxilia, sur lequel on va faire un très bref rappel ici, puisque je pense que vous connaissez tous le contexte. Donc, l'idée, quelle est-elle? C'est qu'en fait, il y a un écosystème riche autour de l'IA en France, avec 750 startups environ, 16 licornes et des levées de fonds significatives, et que malgré ce dynamisme, la France est en retard en termes d'adoption de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Alors, le chiffre qui est affiché là, à peu près 10%, c'est en fait le chiffre de 2024. On vient d'avoir tout récemment le chiffre de 2025, donc on est plutôt autour de 18%, mais on est en réalité toujours en dessous de la moyenne européenne. Donc, c'est un sujet de préoccupation pour la compétitivité des entreprises françaises et la situation économique de manière générale. C'est pour cette raison donc, qu'a été mis en œuvre depuis juillet dernier le plan Auxilia, qui vise à massifier la diffusion de l'intelligence artificielle au sein de toutes les entreprises françaises, avec un objectif qui se décline de la façon suivante: 100% d'adoption de solutions IA au sein des grands groupes, 80% au sein des PME et TI et 50% pour les très petites entreprises. C'est un plan en fait qui comprend 3 grands piliers: un pilier de sensibilisation et d'acculturation à l'IA des entreprises, un pilier visant à faciliter la formation des entreprises et enfin, en tout cas le recours des entreprises à des offres de formation sur l'IA, et enfin des dispositifs d'accompagnement et de conseil. Sur le premier volet, qui est le volet de sensibilisation, eh bien, ça passe principalement par un réseau qui s'appelle le réseau des ambassadeurs IA. Ce sont en fait des acteurs bénévoles qui ont été sélectionnés par le ministère en charge de l'intelligence artificielle pour donc sensibiliser, acculturer les entreprises. Ils sont assez de type varié aujourd'hui. Il y a des formateurs, des consultants, des organismes de recherche, des chambres de commerce. Voilà, tant d'ambassadeurs qui vont auprès des entreprises au dernier kilomètre dans tous les territoires pour sensibiliser à l'intelligence artificielle. Et vous pouvez retrouver les événements organisés par ces ambassadeurs dans un agenda ouvert au QR code qui est indiqué ici. Et puis, dernier point, ce dispositif ambassadeur IA s'articule aussi avec l'initiative France Num, qui est une initiative plus généraliste pour la numérisation des entreprises. Merci Alexandre. Du coup, toujours un petit mot très rapide. Je vais essayer de faire moins de 5 minutes sur la mission French Tech. Donc la French Tech, vous connaissez sûrement ce terme dont vous avez bien entendu parler. Ça représente l'ensemble de l'écosystème tech en France, donc 18 000 startups en 2025, 7,4 milliards d'euros levés en 2025, 1,1 million d'emplois indirects et 46% du chiffre d'affaires des startups réalisé à l'international, pour vous donner quelques chiffres. Mais la mission French Tech, c'est aussi une équipe. On est une 30aine de personnes au sein de la Direction générale des entreprises, donc rattachée directement au ministère de l'économie.
Et on a 3 grandes missions qui sont de créer des champions de la tech, les aider, les accompagner là où l'État est pertinent, faciliter les exits et rendre la tech ouverte à tous. Et on fait ça grâce à 3 leviers. Premier levier, promouvoir l'écosystème via la marque d'État French Tech, que vous connaissez bien, j'espère. Animer un réseau. Alors, j'ai pas mis les chiffres à jour, mais je l'ai fait dans les slides suivantes. Et accompagner les startups, notamment à travers 3 programmes, 2 programmes d'accompagnement que sont le French Tech Next 40-120 et French Tech 2030, et l'initiative Je choisis la French Tech, qui a pour ambition d'aider les startups françaises à accéder à la commande publique et privée. Donc le réseau French Tech avec des cartes et des chiffres à jour, ce sont des capitales et communautés en France et à l'international qui accompagnent les écosystèmes tech locaux et qui font rayonner la tech française dans les territoires. Et donc, comme je disais, présent aussi à l'international, donc avec une présence dans 57 pays, 78 communautés qui font, encore une fois, rayonner la tech partout dans le monde. Et donc un réseau qui est labellisé tous les 3 ans et qui vient d'être labellisé, donc avec 19 capitales en France, 28 communautés en France et 78 communautés, comme je l'ai dit. Et donc pour le soutien aux startups, donc 2 programmes, le French Tech Next 40-120 qui regroupe 120 scale-up françaises les plus performantes, en capacité de devenir des leaders mondiaux. On vient compléter cette promotion de 120 acteurs avec 80 entreprises dans le French Tech 2030 qui développent, elles, des technologies tout aussi stratégiques pour une technologie française ambitieuse. Et le plan Je choisis la French Tech, dont je vous ai déjà parlé. Donc, quelques grilles des lauréats, la promotion 2025 des lauréats Next 40-120, dont 360 Learning fait partie. Donc cette promotion est en cours de renouvellement puisqu'on a fermé l'appel à candidature pour la prochaine année hier. On aura bientôt des nouveaux lauréats. Et le French Tech 2030 avec ses 80 acteurs dans les domaines de l'IA, de la cybersécurité, dont Nosoroy fait partie, la robotique, le spatial, le quantique, les infrastructures et l'électronique. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Adrien pour 360 Learning. Merci Clara. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, vu qu'on a fait le test juste avant. Je vais juste me permettre de partager mon écran. Comme ça, les vidéos qui sont incluses dans les slides marcheront mieux. Hop. Et je passe en plein écran. Tac. Non, ça ne veut pas. Si, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien? C'est pas très zoomé, mais ça devrait suffire. Alors, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour me présenter rapidement, et puis ensuite, je vais vous présenter un peu l'agenda. Adrien Gros, moi, j'ai rejoint 360 Learning il y a 2 ans. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur des produits et dans le conseil autour du produit et des organisations. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint 360 Learning pour piloter l'aspect intelligence artificielle dans le produit. Donc, la mise en place des cas d'usage de l'intelligence artificielle au sein de la plateforme de gestion de formation. L'agenda aujourd'hui, ce sera assez rapide, mais l'objectif, c'est vraiment de faire un tour d'horizon de tout ce qu'on fait côté IA chez 360 Learning. Donc, une présentation rapide de l'entreprise, notre histoire côté intelligence artificielle, qu'est-ce que l'IA apporte et permet de faire dans le e-learning, dans le monde EdTech, un aspect sécurité et sûreté des données forcément, et une ouverture sur la suite. Donc pour commencer assez rapidement, 360 Learning, c'est ce qu'on appelle un LMS. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Navré, mes slides sont en anglais. On a été créé en France il y a une dizaine d'années, mais on a un fort rayonnement, et notamment aux États-Unis. Donc 100% de notre documentation est en anglais. Navré, dans mes termes, j'utiliserai sûrement quelques anglicismes, mais tout sera compréhensible. Donc 360 Learning, c'est une plateforme de gestion de formation, LMS, qui est pilotée par l'IA autour d'une conviction forte, c'est que le collaborative learning, l'apprentissage collaboratif, c'est ce qui permet de faire grandir les organisations et les collaborateurs. Le collaborative learning, c'est la conviction que le savoir, les connaissances sont détenues par les individus au sein des entreprises, par les process, donc c'est propriétaire des entreprises, et il faut faire vivre cette émulation, cette énergie pour développer les individus et les entreprises.
Quelques chiffres également sur l'entreprise. Donc, je disais, on a été fondé il y a un peu plus de 10 ans. On est aujourd'hui plus de 400 collaborateurs répartis dans le monde. Aujourd'hui, je vous parle depuis Paris, mais en fait, on est totalement en remote. Donc, il y a le reste de l'équipe, notamment côté intelligence artificielle, est réparti en France, mais également aux États-Unis. Et actuellement, on a une forte croissance justement sur ce continent, mais on garde un fort ancrage européen. Et d'ailleurs, j'y reviendrai sur l'aspect sécurité et sûreté des données. Pour aller tout de suite sur l'aspect intelligence artificielle, on n'est pas nouveau sur le sujet. On a commencé, je pense, comme beaucoup d'acteurs, à travailler dessus. Alors, forcément, il y a des acteurs qui ont commencé à travailler dessus bien avant 2022. Nous, 2022, c'est l'année au cours de laquelle on a commencé à travailler sur les algorithmes, notamment les algorithmes de recommandation. Donc, c'est les grandes années autour de ces sujets de recommandations personnalisées basées sur de l'algorithmie. Et on a pris le virage en 2023 de tout ce qui était IA générative, notamment dans la tech, sur l'aspect génération de contenu. En 2024, vous voyez qu'on a été élu premier LMS en termes d'intelligence artificielle. Donc, on a eu un certain nombre de reconnaissances côté marché et côté certification. Et on a agrandi et toujours engagé plus de cas d'usage, intégré plus de cas d'usage côté IA, côté compétences, côté intelligence artificielle en termes d'IA générative. Et depuis un peu plus d'un an, maintenant, on se tourne forcément vers l'agentique. On a intégré ce qu'on appelle notre compagnon IA, un portail dédié conversationnel dans lequel on va interagir avec plusieurs cas d'usage d'intelligence artificielle. Et j'en reparlerai un peu sur les perspectives. On se tourne maintenant vers tous les nouveaux cadres de travail, notamment technologiques comme MCP ou autres. Pour finir sur vraiment montrer un peu la maturité en termes d'intelligence artificielle chez 360 Learning. Donc, tous nos cas d'usage sont en production, sont live, sont utilisés par nos clients. On a aujourd'hui un peu plus de 20% des contenus qui sont créés avec l'intelligence artificielle. Et on a également l'aspect de traduction. Je pense que c'est le cas d'usage numéro 1 et le plus démocratisé sur le marché, et notamment côté tech, c'est vraiment la traduction. Aujourd'hui, on a plus de 97% des contenus qui sont traduits avec l'intelligence artificielle. Ça permet vraiment d'accélérer l'aspect global de l'usage de ces plateformes de formation. Et comme vous pouvez le voir, on a quelques logos qui vraiment reconnaissent notre maturité côté intelligence artificielle. Maintenant que je vous ai donné le contexte, l'idée, c'est vraiment de vous illustrer nos cas d'usage et comment on a intégré l'IA au sein de la plateforme d'apprentissage. En fait, c'est assez simple. On a 3 grands piliers d'intégration de l'intelligence artificielle qui sont très orientés usage et persona. Donc, le premier, le pilier central, c'est lié à la génération de contenu. Pour commencer, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est vraiment la première étape. Pour gérer la formation, il faut du contenu, il faut créer du contenu. Et l'IA aujourd'hui permet de favoriser la production décentralisée de contenu. Donc, ça permet à des experts métiers de créer du contenu pédagogique, engageant, de qualité, et même d'aller encore plus loin en fournissant des capacités de création d'expériences immersives et engageantes. Donc, ça adresse vraiment le côté efficacité de la création de contenu et qualité en engagement, enfin création de contenu engageant. Une fois qu'on a créé ce contenu, l'objectif, c'est forcément de le partager et de le mettre à disposition des équipes. Donc ça, c'est le pilier de droite, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle l'adaptive coaching. Et en fait, l'IA, côté apprenant, permet de fournir vraiment un chemin personnalisé et d'accompagner individuellement chacun des collaborateurs. Donc, ça permet vraiment de mettre à l'échelle une stratégie de formation et d'apprentissage et de développement des collaborateurs. Maintenant qu'on a créé du contenu, qu'on l'a mis à disposition de manière personnelle et efficace, la question reste de comment on administre ce système. Et donc, c'est le pilier de gauche, beaucoup plus administrateur, tourné autour des équipes Learning and Development, LND,
Et donc, c'est le pilier de l'agentic automation. Aujourd'hui, l'IA, avec tout l'aspect agent, mais beaucoup d'autres cas d'usage, permet vraiment d'offrir un contrôle centralisé à ces équipes L&D, à ces managers, tout en favorisant une production de contenu décentralisé et une offre personnalisée. Donc, c'est vraiment ces trois piliers qui fonctionnent ensemble et dans lesquels on intègre de l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la formation. Donc, je vais illustrer chacun des cas d'usage pour qu'on se rende compte. Donc, le premier cas d'usage, donc la partie agentic automation, le premier cas d'usage, je vous en ai déjà parlé, c'est la traduction. Aujourd'hui, vous êtes ici dans la plateforme 360 Learning. En fait, en quelques clics, vous allez avoir la capacité d'ajouter des versions dans des langages différents, supplémentaires de vos modules de formation. Et vous avez vu, vous l'avez traduit en un seul clic. Vous vous retrouvez avec un contenu drafté, disponible, que vous allez pouvoir relire en tant que traducteur. Donc vraiment, la tâche du traducteur est rendue beaucoup plus efficace. C'est vraiment de la relecture, et ça c'est vrai sur tous les marchés, sur tous les systèmes. Le deuxième, donc ça c'est un cas d'usage qui est déjà démocratisé, vraiment beaucoup utilisé dans notre plateforme, et qui permet vraiment de faire grossir les équipes à un niveau global, à un niveau d'échelle internationale. À présent, on travaille, donc ça, c'est des capacités qui sont en train de sortir, donc c'est vraiment très novateur, très nouveau, sur un accompagnement beaucoup plus agentique, beaucoup plus personnalisé de l'usage de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos populations n'ont pas besoin ont trop souvent besoin d'être des experts techniques de la plateforme, de comprendre l'ensemble de la plateforme, de comprendre la complexité de la plateforme, qu'en vérité, ce sont des gestionnaires d'information qui veulent se concentrer sur la stratégie et sur l'efficacité de leur politique de formation. Donc ici, en fait, on a un exemple où l'administrateur L&D va venir interroger l'IA sur comment réaliser des actions au sein de la plateforme. L'IA va l'accompagner à la fois d'un point de vue support technique, support métier, mais aussi d'un point de vue support expert. Donc, comment atteindre ces objectifs. Et enfin, le troisième niveau, c'est vraiment la capacité de réaliser des actions dans la plateforme. C'est-à-dire, on peut penser à de la gestion d'utilisateurs, de la gestion de groupe, de la gestion de campagnes initiatives, ou également de l'accès aux données. Quels sont les résultats de cette campagne de formation? Fournis-moi un rapport, on sait que c'est très important dans tout le milieu tech, fournis-moi un rapport sur la dernière campagne de formation, ou montre-moi quelles équipes ne sont pas encore en normes en termes de conformité sur la dernière réglementation ou sur la dernière campagne, etc. Donc, on a vraiment un accompagnement personnalisé des équipes, et ça permet vraiment d'aller à un niveau supplémentaire. On savait qu'aujourd'hui, nos clients étaient assez limités sur la compréhension de la plateforme, dans le sens où on avait vraiment du mal à rendre efficace l'usage de la plateforme localement. Et donc là, on a des populations administratives qui sont accompagnées par des agents IA pour aller chercher toute la valeur de la plateforme. Et donc, ça permet notamment de faire aussi des actions en masse. On voit dans beaucoup de SaaS et de software. Aujourd'hui, en fait, on peut avoir des agents IA qui réalisent des actions, qui font des tâches dans les plateformes, et donc qui permettent de décupler la valeur récupérée de l'usage de la plateforme. Donc ça, c'est la partie agentic automation pour les populations L&D. Maintenant, si on regarde la partie génération de contenu, ça, c'est notre dernier module de génération de contenu qui est sorti en fin d'année dernière. Donc ici, je vais pouvoir apporter un document propre à mon entreprise sur un process, par exemple. En tant qu'expert, je vais fournir de la documentation, du savoir propriétaire de mon entreprise. L'IA va proposer un premier plan avec vraiment une structure pédagogique, donc il va proposer des objectifs pédagogiques, et l'expert ou l'auteur ou le designer pédagogique va pouvoir adapter et va designer, si on veut, si on utilise un peu les termes d'aujourd'hui, son module de formation. Vous voyez ici, on a toujours cette interface conversationnelle qui est propre à ce portail d'intelligence artificielle. Et en quelques minutes, quelques secondes, on va générer ce cours. Donc ça, c'est la partie parle.
Donc ça, c'est la partie génération de contenu. Donc aujourd'hui, c'est déjà disponible, déjà utilisé dans la plateforme. Et à présent, on travaille sur la partie immersive. Et donc, ça passe par de la couche audio, de la couche vidéo, mais aussi ce qu'on appelle du jeu de rôle. Et ça permet vraiment de mettre en conditions réelles les équipes. Donc, notamment, on peut penser à des équipes sales, des équipes de vente, qui, plutôt que d'aller tester leurs compétences, leur compréhension et leur connaissance du pitch face à des clients réels, on va les mettre face à des intelligences artificielles, face à des avatars, pour justement mettre en pratique leurs compétences en situation réelle. Donc ça, c'est des développements qui ont déjà commencé et qui seront disponibles d'ici peu sur la plateforme. Et pour finir, sur l'aspect collaborateur et apprenant, aujourd'hui, toujours ce même compagnon qui est disponible dans la plateforme, qui est vraiment disponible pour l'ensemble de nos utilisateurs, avec un fort usage et toujours en croissance. Ici, si vous avez la moindre question sur du matériel de formation, notamment sur des processus, sur des produits ou sur d'autres sujets, vous allez pouvoir interagir de manière conversationnelle avec votre contenu de formation. Donc, vous avez vraiment ce tuteur, ce compagnon disponible pour répondre à toutes les questions et fournir aussi des recommandations sur le parcours d'apprentissage. Donc, à la fois fournir des réponses ciblées et recommander des parcours d'apprentissage. Donc ça, c'est déjà disponible depuis maintenant 1 an sur la plateforme. Et quel est le niveau suivant sur ce pilier de l'apprenant? Eh bien, c'est tout ce qui est débloqué avec ce framework MCP, de modèle contexte protocole, qui permet vraiment de démocratiser la communication entre des IA qui sont développés par nos clients et le contenu de formation disponible sur 360 Learning. Et donc, qu'est-ce que ça débloque? Ce MCP, notamment, ça débloque l'apprentissage dans le flux de travail, in the flow of work. Notamment, on peut penser aujourd'hui, si vous utilisez Microsoft et par exemple Microsoft Copilot, ou bien Claude Code, ou bien Claude comme IA d'entreprise, et bien en fait, vous allez pouvoir demander à vos IA de vous fournir des recommandations. Par exemple, si vous souhaitez découvrir ce que c'est MCP et qu'il y a du contenu de formation disponible, vos IA sont capables d'aller le chercher dans 360 Learning et de vous le fournir et de vous le recommander. Et Caman aussi, il est capable, donc ça c'est de manière réactive, mais on peut penser aussi à un fonctionnement plus proactif, de dire, vous avez une réunion demain justement sur ce protocole MCP, pourquoi pas suivre un e-learning de 2 minutes pour se rafraîchir la mémoire ou être à jour sur cette information. Donc voilà ce que ça débloque, ça c'est ces nouveaux frameworks qui se démocratisent et sur lesquels on travaille actuellement. Donc, j'espère que je n'étais pas trop rapide, mais voilà, ça vous a donné une perspective un peu de tous les cas d'usage qu'on a déjà intégrés ou qu'on est en train d'intégrer dans la plateforme. Un petit mot sur la sécurité et la sûreté des données. Nous, évidemment, vu la taille de nos clients, notamment les clients entreprises et les clients internationaux, on travaille avec Microsoft Azure de manière privilégiée parce qu'en fait, Microsoft nous fournit cette couche de sécurité, notamment dans l'usage de l'IA. C'est-à-dire que toutes nos solutions d'IA passent par Azure et donc sont directement conformes au RGPD, à l'AI Act. Et en fait, on a toujours eu ce choix d'être en avance sur la réglementation, notamment l'IA Act qui a été appliqué, mis en application progressivement. On a toujours anticipé notre conformité face à cette réglementation. Et en fait, ça nous permet vraiment de fournir un lieu sûr pour que nos clients aussi développent leur usage de l'IA. C'est-à-dire qu'on est une plateforme de formation, c'est normal que nos clients se forment également via notre plateforme à l'usage de l'IA et démocratisent l'usage de l'IA directement dans leur plateforme d'apprentissage. Et enfin, pour finir, c'était un peu rapide, mais pour finir, je n'ai pas pris trop de temps sur les perspectives. Comme vous voyez, ça, c'est que des cas d'usage opérationnels dans la plateforme. Donc, comme je disais, on n'est pas nouveau là-dessus. On a développé énormément de cas d'usage live et opérationnels dans la plateforme. Et vous voyez qu'il y en a encore des nouveaux, encore certains qui arrivent à très court terme. Mais ça pose quand même pas mal de questions et d'évolutions sur nos méthodes de fonctionnement côté produit. Et encore, je n'ai pas parlé de l'aspect IA dans les processus et dans les travaux des équipes. Mais ça pose beaucoup de questions, par exemple, sur comment on évalue, la qualité, comment on juge qu'est-ce qui fait un bon cours, comment on donne
la capacité à l'utilisateur de fournir un feedback, comment on manage ces feedbacks et on les évalue, comment on fait évoluer ces modèles, ces systèmes d'IA, comment, d'un point de vue expérience utilisateur, on gère ces temps d'attente parfois sur la génération de l'IA, comment on travaille sur l'attente des utilisateurs, comment on les aide dans l'usage. Ce n'est pas naturel pour tout le monde de parler avec l'IA via une interface de chatbot, comment simplifier, comment on déclenche des processus d'IA plutôt que de laisser l'utilisateur nécessairement être moteur. Donc voilà, ça pose pas mal de questions auxquelles on répond au fur et à mesure. Et maintenant, sur les perspectives, je le disais, hein, le focus actuel, il est sur tout ce qui tourne autour des MCP. Qu'est-ce que ça change MCP par rapport à de l'agentique au sein d'un software? En fait, aujourd'hui, quand on fait un agent IA au sein de 360 Learning, c'est nous, 360 Learning, qui sommes propriétaires du système d'IA, de l'appel, de l'utilisation d'un certain modèle ou d'un certain provider par rapport à un autre, d'un certain nombre de prompts, etc. En fait, avec MCP, la responsabilité et surtout la gouvernance change. C'est le client qui est responsable de son modèle, de son provider d'IA, et nous, on lui met à disposition des outils compatibles avec ces IA pour réaliser des tâches de recommandation, de suivi de conformité, d'efficacité des formations, de vérification des formations, etc. Donc, ça change vraiment un paradigme, ça pose beaucoup de questions. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le sujet. C'est vraiment le sujet de 2026. Et comme je disais, ça pose beaucoup de questions et je pense que certains d'entre vous se les posent. Comment ces agents dans les SaaS ou même ce protocole MCP font évoluer les SaaS? Est-ce qu'il faut vraiment fournir toutes les capacités de votre software au sein de ces serveurs MCP? Est-ce qu'il faut traduire toute l'interface au sein d'un chat? Comment ça évolue? Ça pose beaucoup de questions, donc ravi de les aborder avec vous aujourd'hui. Et j'espère que j'ai, en quelques minutes, pu vous donner une vue assez transversale de ce qu'on fait dans le produit, donc gestion de formation. Merci beaucoup, Adrien. Effectivement, c'était très, très complet. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de questions, étant donné qu'il y a des questions aussi auxquelles tu as déjà répondu en cours de présentation. Peut-être une question de Nicolas qui demande si l'utilisateur est aidé grâce à 360 Learning pour créer des formats d'apprentissage avec un sentiment d'être surpris de voir que peu utilisent encore l'IA pour créer des formats en tant que tels. Oui, alors, oui, en fait, on a différentes populations. C'est vrai que le 20% peut être à la fois compris comme grand ou petit en fonction de la perspective. En fait, on a déjà beaucoup, on n'est pas un studio de création de formation au départ, c'est-à-dire qu'on en intègre beaucoup. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de clients qui intègrent des studios de formation parce qu'ils ont ils ont un besoin très particulier. Donc, c'est cet aspect-là qui forcément diminue un peu le chiffre. Et oui, aujourd'hui, l'IA accompagne à la fois sur du guide pédagogique, sur des recommandations, sur aussi la fournie d'informations qui sont déjà sur la plateforme, donc ancrées dans le savoir propriétaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a différents aspects qui influencent ce chiffre. Et enfin, sur la démocratisation, en effet, je pense qu'on est assez surpris, ça paraît un peu assez évident que tout le monde utilise l'IA aujourd'hui, mais je pense qu'à l'image des chiffres qu'on montrait en entrée côté aux IA, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore enabled, qui ne sont pas encore capables ou qui n'ont pas encore intégré l'IA dans l'ensemble de leur process. Et donc, ça freine cet engagement. Et donc, nous, notre travail au quotidien, c'est de s'assurer que tout le monde est rassuré dans l'usage du quotidien, tout le monde est capable de l'utiliser et souhaite l'utiliser. Super, merci. Ça répond aussi à la question de Camille en partie. Je vois une nouvelle question de Claire. Est-ce que vous appuyez sur des modèles de langage propriétaire? Quel est le profil des salariés impliqués dans les projets IA chez vous? Et comment est-ce que vous accompagnez la propre formation en interne et notamment, du coup, j'imagine, sur les sujets IA? Alors, il y a plusieurs questions. Donc, sur l'aspect langage propriétaire, modèle de langage propriétaire, je vais être très transparent. Non, aujourd'hui, on a un modèle open source qu'on a customisé légèrement sur l'aspect recommandation. Par contre, sur les modèles de langage aujourd'hui, en fait, on est toujours dans des phases de développement, d'amélioration.
Et donc, si aujourd'hui, vous utilisez votre propre modèle de langage propriétaire que vous avez customé, que vous avez développé, en fait, il faut se dire que d'ici 1 an, il sera déjà obsolète sur plein d'aspects. Donc, en fait, on a fait le choix d'utiliser des modèles sur l'étagère proposés par nos fournisseurs pour justement profiter de ce développement permanent et de cette montée en compétences. Et je pense qu'on a changé au moins 3 fois de modèle. On a upgradé 3 fois de modèle dans les 2 dernières années. Maintenant, sur l'aspect interne des salariés, alors on a différentes équipes. Moi, mon équipe côté produit, c'est une équipe produit assez classique, donc avec des ingénieurs plateforme, donc des software engineers. On a aussi des AI engineers qui, eux, vont être vraiment spécialisés dans l'industrialisation de systèmes d'IA, qui vont travailler sur brancher les boutons, les bons tools, les bonnes API. On a aussi des machine learning engineers qui vont parfois travailler plus sur des aspects algorithmiques de recommandation. Et enfin, les profils plus produits, comme moi-même, ou designers. Le changement quand même sur le côté comment on accompagne leur formation, le vrai changement, c'est d'être à jour et de comprendre ce qui se passe. Notamment, je prends l'exemple de MCP. Ça fait, je dirais, 6 gros mois, ça fait 1 an que c'est sorti, 6 gros mois que c'est devenu une vraie hype, enfin un vrai sujet au quotidien. L'enjeu, c'est comment tout le monde dans l'équipe comprend ce que c'est. Aujourd'hui, en fait, parce que c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas encore de contenu de formation suffisamment avancé. Et donc, le meilleur moyen, c'est de pratiquer. Moi-même, qui suis pourtant côté produit, j'ai construit un MCP, on parlait tout à l'heure de ce que l'IA permettait de faire en tant qu'individu. J'ai construit un MCP la semaine dernière de manière assez crade pour comprendre exactement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change dans notre méthode de travail. Donc, c'est vraiment mettre en pratique, tester pour comprendre. Super, merci. Et on peut prendre une dernière question, celle de Yanis, qui n'est pas du tout inintéressante. C'est en 2023, quand vous avez commencé à intégrer l'IA dans vos process. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait appel à une société de conseil? Est-ce que, comment vous l'avez réalisé? Comment vous avez passé ce cap? Et peut-être avant que tu répondes à cette question, je fais un peu de l'auto-promo. Jeudi, on va faire un webinaire sur cette question avec MWM et GoJob, qui vont nous raconter comment eux, ils ont intégré l'IA en interne et comment ça a, in fine, transformé leur secteur. Donc RH et création d'applications. Voilà. Normalement, vous avez reçu l'invitation aussi, donc n'hésitez pas à vous connecter. Mais Adrien, je te laisse répondre. En effet, c'est une question très intéressante. Alors, la réponse est fortement liée à notre essence et à notre mission, notre nature d'entreprise. On est un organisme de gestion de formation, enfin une entreprise qui fournit un software de gestion de formation. On a vraiment cette motto qui est Upskill from within, qu'on vit entièrement. On a une culture très forte de grandir de l'intérieur. Et donc, comment on y a répondu en 2023? De plusieurs manières. On a quand même recruter des personnes qui étaient experts, notamment je parle des aspects algorithmiques et génératifs, ce qui était déjà compliqué parce que c'était des nouveaux sujets, enfin l'aspect IA générative. Et on a vraiment fait le choix de faire monter en compétence les personnes au sein de l'équipe et de ne pas passer par une expertise externe pour vraiment rester propriétaire, acquérir de la connaissance, des compétences pour les mettre à disposition des équipes et faire grandir l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé en 2023. On continue de fonctionner de cette manière-là. Et c'est parfois très challengeant quand on voit la rapidité de l'évolution des technologies. Mais en vérité, vu la vitesse à laquelle ça va, sur le marché de l'emploi ou des services, c'est très compliqué de trouver des experts sur tous les sujets. Donc, c'est aussi important de faire grandir et de construire nos propres experts sur tous ces sujets. Et je me permets une dernière remarque. On a vu beaucoup de très jolis logos sur les premières slides. À vrai dire, aujourd'hui, sur les sujets IA, il y a une très belle énergie côté French Tech sur tous ces sujets. Je voyais des logos comme Doctolib, BlaBlaCar, et on a parlé d'Alan tout à l'heure. C'est des entreprises avec qui on échange de manière très régulière sur ces sujets-là. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas sur ce marché il y a quelques années. Il y a une vraie énergie sur montrer, partager les compréhensions, montrer comment on fait les choses, échanger sur les méthodes de chacun. Est-ce qu'on est plutôt sur des équipes internes qui construisent des agents internes? Est-ce qu'on repose sur des providers externes? Il y a des vraies questions, que ce soit de souveraineté, de process, de compétences. Et il y a une très belle énergie en ce moment côté French Tech sur tous ces sujets-là. Et je pense que ce webinaire en est une autre belle illustration.
Trop bien. Merci beaucoup, Adrien. Peut-être juste question très rapide à répondre. Du coup, combien vous êtes dans l'entreprise? Oui, on est plus de 400. Je dirais, j'ai vérifié tout à l'heure, on était 430 ce matin. Super, merci beaucoup. Et Philippe, du coup, je te laisse prendre la main pour la présentation de Another Way. Eh bien, bonjour à tous. Merci Adrien pour cette présentation. En tout cas, j'ai encore appris des choses, malgré que je vous connaisse, tu vois. Je partage mon écran. Et vous me dites, ça a l'air bon. Ouais, donc, en quelques mots, je suis Philippe Luc. Je suis le cofondateur de la société Another Way. Alors, nous, là, le programme ensemble, là, pendant les 15-20 minutes que l'on a ensemble, on va parler de cyber. On va parler de pièges, d'arnaques, et puis on va parler de solutions. Et bien entendu, on va parler d'IA au milieu de tout ça. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on parle d'arnaque, aujourd'hui, on pense à ça. Donc, je pense que ça, c'est des messages qui doivent vous parler. On reçoit un SMS, bonjour, c'est le coursier, votre colis n'entrez pas dans la boîte aux lettres, merci de choisir un autre créneau au relais, et donc de cliquer sur quelque chose, et puis vous recevez même une photo maintenant de votre colis à côté de votre boîte aux lettres, et sur ce colis, il y a même votre nom, votre prénom, votre adresse postale. Voilà. Ça, aujourd'hui, quand on va parler d'IA en cybersécurité, en fait, il faut savoir qu'en cyber, 80% des attaques exploitent les vulnérabilités humaines, c'est-à-dire qu'elles exploitent ce genre de scénarios d'attaque qui sont des arnaques qui n'ont pour but que de vous tromper. Donc, on va contourner le système d'information, c'est-à-dire que la cyber, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi beaucoup de notre cerveau, beaucoup de psychologie. Donc, les attaquants vont essayer de contourner ces défenses-là. Et même maintenant, quand on va parler de cyber, on va parler de l'IA dans la cyber et comment les attaquants utilisent l'IA pour nous attaquer et comment nous, les entreprises de cybersécurité, on doit s'adapter, comment on doit aussi intégrer l'IA dans nos solutions pour vous protéger. Donc, en quelques mots sur Another Way, maintenant que j'ai lancé le sujet, on est 2 cofondateurs. La société a été créée en 2019. Nous, on édite des logiciels qui ont pour but de protéger les entreprises, leurs dirigeants, les collaborateurs contre les attaques par ingénierie sociale, ces fameuses arnaques. Vous avez tous entendu parler du phishing, de l'arnaque par mail piégé, le smishing, là qu'on vient de voir, par SMS, mais c'est aussi les fraudes au président, le spoofing, les arnaques aux faux conseillers bancaires, voire même les deepfakes, vu qu'on est sur une thématique IA. Donc, toutes ces arnaques-là, nous, on va faire des logiciels qui vont permettre aux entreprises de comprendre comment font les attaquants, comment elles pourraient les attaquer grâce à des méthodologies d'ingénierie sociale et donc les aider à s'en protéger, donc à anticiper ces attaques-là. Ça veut dire que pour bien se défendre, il va être important de bien comprendre comment font les attaquants. C'est un peu toujours le jeu du chat et de la souris. Les attaquants ont toujours des longueurs d'avance sur nous. Vous entendez parler particulièrement depuis l'année dernière, beaucoup des fuites de données sur Internet. Tous les médias en parlent de toutes ces arnaques-là. Voilà, comment ces fuites de données viennent alimenter, grâce à l'IA, des scénarios d'attaque toujours plus ciblés, toujours plus réalistes et qui ont toujours plus de succès. Et juste quelques derniers mots sur Another Way. Nous, on est un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui. On travaille essentiellement, nous, en direct avec des grands groupes, beaucoup dans le monde de la finance, banque, assurance, beaucoup bases industrielles et technologiques de défense également, et l'énergie. Et en indirect, on travaille beaucoup avec des PME, justement, et des ETI, là, avec un de nos partenaires qui est le groupe Orange, qui nous accompagne là-dessus. Je vous l'ai dit, c'est un petit préambule, d'abord, avant de parler des solutions, c'est comment font les attaquants, où en est la menace et pourquoi vous êtes ciblés. Parce que même vous, là, vous devez vous dire, oui, moi, des messages piégés sur SMS ou par mail, j'en reçois plusieurs par jour. Je connais forcément des entreprises, des clients qui se sont fait arnaquer, les arnaques au président, où on se fait passer pour le président auprès de l'expert comptable ou du comptable interne pour faire un virement, ou quelqu'un qui se fait passer pour vous de conseiller bancaire. Bon, tout le monde a entendu parler maintenant. On a tous quelqu'un près de nous qui a été victime d'une de ces arnaques-là. Eh bien, pourquoi il y a un tel volume? Déjà, il faut savoir que les données, je vais commencer par le chiffre qui est tout en bas, 1,93 milliard. La matière première de ces attaques par ingénierie sociale, qui est la matière première des attaquants, juste là, depuis le début de l'année, il y a 1,93 milliard de données qui ont fuité sur Internet, qui se sont échangés sur les réseaux criminels, et ça, c'est par semaine.
Donc ça, c'est une moyenne qu'on traite depuis le début de l'année, mais c'est juste par semaine. Donc on est à quasiment 2 milliards de données par semaine qui circulent. C'est-à-dire que nos données aujourd'hui, elles circulent à peu près partout. Alors quand on parle d'Internet, nous, on parle du clear web, là où va Google, par exemple, ou Quant. On va parler d'un français, mais c'est aussi le deep web, c'est le dark web et c'est les réseaux sociaux. Et il faut savoir que le risque est à un tel niveau que c'est 200 000 personnes par an qui sont victimes d'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, c'est le cas le plus grave. C'est-à-dire qu'on vous a volé votre identité et que vous devez passer votre temps à prouver que c'est bien vous. D'accord? Avant l'usurpation d'identité, il y a toutes ces arnaques par phishing. Vous cliquez sur le lien, vous faites pirater votre ordinateur, on vous vole vos données et on vous vole 500 ou 1000 euros sur votre carte compte bancaire ou on fait un achat à votre nom. Ça, c'est des arnaques aussi qui sont moins graves que l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que c'est des millions de personnes en France chaque année qui sont touchées par ce type d'attaque-là. Et il faut savoir que le phishing, le mail, hein, c'est 60% d'attaques des intrusions informatiques qui commencent par un mail. Donc, quand on vous dit d'être vigilant avant de cliquer sur un lien, bah, c'est facile, sauf qu'on va le voir, les attaquants, ils utilisent l'IA maintenant. Et ça devient de plus en plus compliqué de savoir si un lien est piégé ou non. Et donc, bah, comment, nous, à nos Norway, on utilise l'IA pour accompagner les utilisateurs comme vous, comme vos clients, bah, pour se protéger. Je vous parlais de la matière première. Voilà la matière première d'où elle vient et la matière première qui intéresse. Aujourd'hui, les données qui intéressent les attaquants, ce sont ceux-là. Alors, c'est ceux que vous pouvez exposer vous-même sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui se disent, et peut-être que parmi vos clients, vous aurez des gens qui disent non, mais moi, je suis trop vieux, je n'utilise pas les réseaux sociaux, ce n'est pas mon délire du tout. OK, mais il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des conjoints, il y a peut-être la famille qui utilise les réseaux sociaux et qui met des données pour vous. Voilà, moi, j'ai vu des dirigeants se retrouver exposés à l'anniversaire de la petite fille où voilà, on voit la maison, on a la localisation, on a la photo de tout le monde. Bah, tout le monde est pris en photo de tout le monde, voilà, et la personne n'a pourtant pas de réseau social et elle est exposée. Et avec ça, on peut deviner le cercle familial, on peut identifier le nom et le prénom de la personne, ce qui permet de l'écrire sur le faux colis réalisé par IA, la date de naissance pour envoyer un message d'anniversaire peut-être à ce moment-là, ou s'authentifier auprès de votre banque qui vous demande encore, ou votre opérateur télécom qui vous demande encore votre date de naissance pour valider que c'est bien vous qui êtes au téléphone et que ce n'est pas un robot, par exemple. Vos centres d'intérêt, qui permet aussi de savoir tout ce qui vous intéresse et qui permet de contextualiser des attaques, lieu de travail, photo, ville de résidence, par exemple. Puis après, il y a toutes les données qui ont fuité. Ça, c'est le sujet très à la mode. Vous avez entendu parler d'ANTS, mais aussi pour le France Travail, mais aussi des opérateurs téléphoniques qui se sont fait attaquer. On peut retrouver dans ces fuites beaucoup de données qui vont servir aussi à mieux vous connaître pour construire des attaques, des numéros de téléphone, des pseudonymes, une adresse postale, des numéros de carte bleue, des mots de passe. Là, c'est le plus grave avec votre email, mais un numéro de sécu, des données médicales. Vous avez entendu parler aussi du fichier FICOBA, hein, il n'y a pas longtemps, qui permet d'avoir pas mal d'informations bancaires sur certains d'entre vous. Voilà, toutes ces données-là, certains d'entre nous encore disent, mais c'est pas très grave finalement. Si, c'est très grave. Ces données-là, c'est votre identité. Elle peut être utilisée pour voler votre identité, soit pour vous attaquer vous et vous voler vos richesses, votre trésor, soit pour attaquer des personnes autour de vous. Et du coup, cette donnée-là, on doit en prendre vraiment soin, au moins autant soin que l'argent qu'ils consacrent les attaquants pour la récupérer. Et on va voir après sur quel type de forum ils peuvent la récupérer. Et puis les autres données qui sont à risque et qui sont intéressantes, c'est des données qui sont tant sur votre vie perso que votre vie professionnelle. Connaître vos clients, savoir avec qui vous travaillez, si vous êtes dans un conseil d'administration, qui en fait partie, vos associés, vos assistants, connaître les gens autour de vous dans votre vie professionnelle et donc récupérer des données personnelles sur eux parce que pour vous attaquer un dirigeant, des fois, ça peut être très intéressant de passer par son conjoint, mais ça peut être intéressant de passer par l'un de ses clients ou partenaires. Donc d'usurper l'identité de quelqu'un dans son environnement pour l'attaquer lui directement. Voilà, et ça peut être également les proches. Donc voilà ce qui constitue l'empreinte numérique. Et toutes ces données permettent de faire ces attaques-là que vous connaissez, que vous avez certainement déjà vues, les SMS. Je vais prendre celui d'Amélie parce que celui-là, il nous a énervé beaucoup, on l'a beaucoup reçu et je ne parle même pas celui du compte formation. Mais Amélie, votre carte vitale arrivera à expiration, effectuez son renouvellement via le formulaire en cliquant sur ce lien suivant. Voilà. Vous avez aussi les emails qui peuvent vous être envoyés. Bonjour, monsieur X. Voilà, nous vous informons que votre période d'essai gratuite est arrivée à son terme, conformément à nos conditions d'utilisation, afin de garantir la continuité de votre accès.
Voilà, renouvelez votre abonnement. On vous met le numéro le montant prélevé, le numéro de commande, et là, on a mis votre IBAN, et là, on vous invite à réaliser le paiement. Ou pire, plus grave, hein, il y a eu la sécurité des crypto-monnaies. Vous entendez parler encore aujourd'hui des gens qui se font attaquer chez eux et enlever pour des crypto-monnaies. Ben oui, les sites de portefeuille de crypto se sont fait voler. Donc, on a les propriétaires, on a les montants, on a les adresses personnelles. Donc, forcément, ces données-là vont permettre aussi de faire du homejacking ou carrément des enlèvements pour du crypto actif. Donc, toutes ces attaques-là, et on pourrait rajouter le spoofing dont je parlais tout à l'heure, l'arnaque au présent, elles ont comme matière première notre empreinte numérique, nos données. Et ces données-là, elles fuitent, elles sont exposées. Et les pirates utilisent, eux, un cheminement assez processé, finalement, une phase de reconnaissance. Ils vont choisir leur cible, qui dans l'entreprise ils veulent attaquer, quel particulier ils veulent attaquer, quel dirigeant ils veulent attaquer. Ils vont après récupérer des informations, mettre en place la relation, manipuler, exécuter leur attaque et puis, bien entendu, fuir derrière avec le trésor qu'ils auront volé. Donc, ils n'improvisent pas. En face de nous, on a des criminels qui sont organisés, qui ont des méthodologies dignes de nos plus grandes équipes commerciales de prospection. On pourrait appliquer ce process-là à la prospection commerciale également, ça marche. Et donc, ce qui change avec l'IA chez les attaquants, c'est que déjà, il y a des portails de sites qui utilisent l'IA pour collecter massivement de la donnée sur le dark web, voire sur le clear web, pour faire un genre de scrapping général. Et derrière, avec l'IA, ils vont pouvoir réindexer cette donnée pour pouvoir la vendre. Et vous voyez que des packages de 700 requêtes par jour, ça coûte que 15 $ pour un attaquant, pour capter de la donnée et réaliser ces scénarios d'attaque. Donc, en fait, ils vont pouvoir récupérer ça de façon ciblée ou massive sur Internet, et puis ensuite faire des scénarios d'attaque. Alors, je vais vous passer parce que je pense que vous avez vu ça, mais une fois que j'ai ces données-là, je vais aussi utiliser l'IA, pas que, hein, ils font encore des choses de façon artisanale à la main, mais l'IA, on le rencontre de façon quand même de plus en plus globale aussi chez eux, pour réaliser des faux phishing, c'est-à-dire que à partir de données, je connais vos centres d'intérêt, je sais que vous êtes une dirigeant d'une boîte qui est à la French Tech, donc forcément, très certainement qu'elle travaille avec la BPI, et je vais récupérer vos données personnelles, email, nom, prénom, peut-être des informations sur votre entreprise. Je vais récupérer, je sais que vous êtes à Rennes, je parle d'Another Way, donc que le conseiller BPI Rennes, j'ai son nom, je vais pouvoir composer automatiquement un email qui sera écrit sans faute d'orthographe et qui va m'arriver en usurpant l'identité d'un des conseillers BPI de Rennes. Et donc, quelle est la probabilité que je clique dessus? Elle est beaucoup plus forte qu'elle ne pouvait l'être avant l'usage de l'IA. Vous avez tous entendu parler des deepfake photos pour les KYC, Know Your Customer. Donc, c'est dans les process d'authentification pour valider que c'est bien vous quand vous souscrivez un crédit bancaire, quand vous voulez souscrire en ligne à des outils ou des services, on va valider votre identité. Aujourd'hui, le deepfake permet totalement, photo et même vidéo, hein, de contourner tous les process de sécurité et donc de pouvoir faire des arnaques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe d'une attaque contextualisée. Avant l'IA, les attaquants attaquaient une personne et ça leur prenait du temps et ça leur coûtait de l'argent. Aujourd'hui, les attaquants peuvent attaquer de multiples cibles en même temps et ça leur coûte en plus de moins en moins cher. Les outils IA, pour ceux d'entre vous qui les utilisent depuis déjà quelques années, vous avez vu l'augmentation de l'activité, de l'efficacité et la diminution des coûts d'accès. En fait, même avec des outils gratuits, aujourd'hui, on peut mener des arnaques. On raconte ça beaucoup dans la cyber, mais avec 5 $, on peut gagner près d'1 million de $ avec des outils qui sont disponibles sur le clear web, juste avec des arnaques bien ciblées. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'attaquants arriver. J'en arrive maintenant que j'ai bien fait peur à tout le monde, mais l'idée, c'est de vous expliquer le phénomène qu'il y a autour de tous ces sujets d'arnaque et d'attaque par ingénierie sociale. À Another Way, nous, on traite plusieurs cas d'usage, on apporte des solutions. Je vais vous passer tout cela. On va parler surtout, et comme ça on reste dans le cadre pédagogique après Adrien, mais sur la sensibilisation contextuelle et la protection des cadres stratégiques ou des dirigeants. C'est comment on met chaque personne dans la peau d'un attaquant. Et là, on a développé une application. Alors, vous ne pourrez pas la télécharger parce que enfin, vous pouvez la télécharger, mais vous ne pourrez pas l'utiliser sans code licence. Et là, il faudra venir vers moi. Là, c'est le commercial qui parle. Mais c'est une application qui va permettre aux utilisateurs, aux dirigeants et à nos clients de se mettre dans la peau d'un attaquant.
qu'est-ce qu'un attaquant? Quelle est mon exposition numérique? Quelles sont les données qui circulent déjà librement sur moi, sur le clear web, le deep web, le dark web, les réseaux sociaux? Et chaque jour, est-ce qu'il y a des nouvelles données qui fuitent sur moi et qui peuvent venir enrichir un arbre d'attaque? Un arbre d'attaque, c'est un scénario. Est-ce que cette nouvelle donnée vient rendre possible l'arnaque au président, par exemple? Est-ce qu'elle vient de rendre possible une attaque par SMS? Et donc, nous, on va pouvoir prévenir nos clients de leur niveau d'exposition, les alerter quand une nouvelle donnée vient d'arriver et leur donner les bons conseils pour se protéger. Et ce qui se passe, c'est quand nos utilisateurs installent l'application et l'utilisent, dans les 48 heures qui suivent l'installation, ils diminuent de 2/3 leur surface d'attaque. La surface d'attaque, c'est l'ensemble des données qui sont exploitables par les attaquants. Donc, ça veut dire que là où ils étaient une cible facile, ce qui est le cas de 99% de la population française, ils deviennent des cibles plus complexes. Si pour un attaquant, c'est plus dur de vous attaquer, il va changer de cible. Et il va changer de personne, il va aller s'orienter sur quelqu'un beaucoup plus simple à attaquer. Et donc, cette application va vous permettre de finalement piloter votre propre exposition numérique de façon assez simple. Vous recevez des alertes, un conseil à appliquer, vous l'appliquez. Par exemple, il va vous dire, bah, tiens, vos photos sont, vous avez des photos sur Facebook qui sont visibles par tout le monde, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes publiquement. On va vous dire quelles sont les photos qui sont concernées, on va vous expliquer comment modifier et les passer en mode privé dans Facebook. On va vous dire, tiens, il y a eu une fuite de données à la NTS, il y a un mot de passe à vous qui était dedans, bah, changez votre mot de passe à tel endroit. Voilà. On va vous donner ce genre de conseils-là et on va pouvoir vous expliquer. Bien entendu, l'IA est partout là-dedans, pour boucler avec le sujet IA. Elle est dans la collecte, toute la partie data science, la collecte de données massives, ciblées, hétérogènes, multisources. Donc, comment on va collecter, indexer de la donnée pour que notre IA soit performante, il faut que la donnée soit de la meilleure qualité possible, bien évidemment, en amont. Donc, nous, on va utiliser l'IA comme un outil de data science pour cleaner cette donnée, l'indexer et qu'elle soit la plus exploitable possible. Et puis ensuite, on la met à l'intérieur même de l'application pour générer des conseils, des contenus. Donc, on a une base, nous, qui a été créée par des humains, pour le coup, de conseils et de méthodologie. L'IA va pouvoir adapter. On met, bien entendu, vous le voyez en bas, là, sur l'écran, mais un assistant à qui vous pouvez poser, qui est un LLM, hein, à qui vous pouvez poser n'importe quelle question liée à la cybersécurité et il va pouvoir vous répondre en langage naturel. Et puis, on a mis aussi un outil. On parlait tout à l'heure du phishing. Vous recevez un SMS, par exemple, d'un colis qui est fait par IA. C'est de plus en plus compliqué de savoir quand l'IA. Enfin, on peut vous former pendant des heures et des jours à détecter qu'un email est faux ou un SMS est faux. Quand c'est fait par l'IA, ça devient quasiment impossible à l'œil nu et pour un être humain de le détecter. Donc, nous, on a fait une IA qui va détecter si le message est un piège ou non. Donc là, je vous lance la vidéo. Mais globalement, dans l'application, vous cliquez sur phishing, vous prenez une simple photo du SMS reçu ou de l'email reçu. Vous mettez la capture d'écran ici. Donc là, bon, elle n'est pas très visible, celle-ci, mais après, vous allez voir ce que fait l'IA. Donc là, pendant ce temps-là, l'analyse est en train de voir est-ce que ce message reçu intègre toutes les caractéristiques d'une attaque par ingénierie sociale. Et donc, il va vous dire, voilà, déjà, le risque est élevé. Ce message est une tentative de phishing évidente visant à voler vos identifiants de connexion. Il va vous proposer toutes les vérifications recommandées, ne pas interagir avec le message, vérifier indépendamment l'identité de l'expéditeur. Bref, il va vous donner pas mal de conseils. Et ensuite, il va vous expliquer pourquoi c'est un message piégé. Et là, on arrive à la partie pédagogique. On vous explique voilà, l'analyse du contenu. Déjà, on va analyser le contenu. Le message présente de multiples indicateurs de phishing, c'est-à-dire qu'il y a de l'océarisation, hein, bien entendu, là-dedans. Donc, des tactiques d'urgence, le message crée un faux sentiment d'urgence. Il y a de nombreuses erreurs grammaticales, orthographiques, voilà, qui va pouvoir vous remettre. Tout n'est pas toujours fait par IA. Hein. Des fois, il y a de l'IA qui fait aussi des fautes. On va faire aussi l'analyse technique. Voilà, on va analyser l'adresse de l'expéditeur, du coup, le nom de domaine, les URL également. On va pouvoir voir les dates, voilà, le destinataire masqué, la date ancienne, l'email. Bref, on va pouvoir analyser tous ces éléments-là, plus une évaluation contextuelle. Ce message ne correspond à rien aux communications légitimes d'un service informatique et on va vous expliquer comment le service informatique, donc qui était l'expéditeur du message, qui a été usurpé, écrirait ce message-là. Voilà. Et donc, voilà comment l'IA
vient aider. Donc, quand des humains, vous recevez un message, vous avez un doute, bon, est-ce que c'est un vrai, c'est un faux? Nous, on va pouvoir vous dire directement si c'est le cas. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Je pense qu'il va y avoir quelques questions et c'est à vous. Merci beaucoup, Philippe. Alors, il y avait 2 questions. Tu avais mentionné tout à l'heure en introduction que vous travaillez avec le groupe Orange pour le déploiement de vos solutions auprès des PME ETI. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, c'est un partenariat commercial avec une de leurs filiales qui est Orange Cyberdéfense, avec qui on travaille. On vient apporter ces solutions-là à leur portefeuille d'activité, ce qui nous permet, nous, de toucher une cible qu'on ne prospecte pas en direct, qui sont les ETI et les PME. Trop bien, merci. Est-ce que vous êtes connecté au service? Voilà, et d'ailleurs, on sera à Vivatech. Pour ceux d'entre vous qui passaient à Vivatech, on sera sur le stand d'Orange et on fera des démonstrations d'anticipation, parce que là, je n'ai pas pu parler de toutes les technologies, tout ce que l'on fait. Là, j'ai montré que 10% de nos solutions, mais notamment la solution de deepfake, d'anticipation de deepfake. On fera une démo sur Vivatech, sur le stand d'Orange, pour dire comment, à partir de vos données, on pourrait faire un deepfake. Donc, quelles sont les données à protéger qui servent de matière première à un deepfake? Et il y aura un atelier à côté qui fera des simulations de deepfake. Trop bien, trop hâte. Vidéo. Est-ce que vous êtes connecté au service Have I Been Pwned? Non, non, on a notre propre service. Mais je comprends la question parce que c'est très proche. En fait, Have I Been Pwned, c'est une solution australienne qui est soutenue par le FBI et qui va récupérer des fuites de données. Et quand vous posez une question, est-ce que mon email est dedans? Vous tapez votre email et ça va vous dire oui, vous êtes dans telle fuite, telle fuite, telle fuite. Voilà. La problématique de ce site-là, c'est qu'il n'est pas français. C'est que vous ne savez pas où sont vos données. Donc, il n'est pas soumis à RGPD. Bon, bref, il y a un sujet de compliance. Mais au-delà de ça, il y a aussi un problème de qualité de la réponse. Nous, on se challenge toujours à ce type d'outil-là. C'est que 90% des fuites qui concernent les Français ne sont pas référencées chez Have Been Pwned. Donc, en fait, Have Been Pwned pour des Français, pour des Européens d'ailleurs, crée un faux sentiment de sécurité. Parce que vous tapez votre email, ça va vous sortir peut-être une fuite, mais en fait, il y en a peut-être 10. Mais c'est juste qu'elles ne sont pas référencées. Toutes les fédérations sportives qui se sont faites attaquer, la NTSE, ne sont pas dedans, en fait. Parce que ça ne les intéresse pas. Ils travaillent surtout pour les Américains. Ils regardent surtout ce qui se passe en Asie. Enfin, bon, voilà, ils sont sur des domaines géographiques qui ne sont pas les nôtres en Europe. Donc, voilà, ça peut se comparer, mais nous, on est spécialisés, centrés. Ça, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier, nous, ce sujet-là. Merci. Claire qui repose la même question que ce qu'elle avait posée à Adrien. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre IA? En partie, pas tout. En fait, on fait un mix. Et Adrien a bien répondu à la question. J'ai bien aimé, Adrien, ta réponse. En fait, le sujet, c'est qu'au début, il faut savoir que quand on a créé AnotherWay, déjà, on nous disait il a fallu qu'on cache qu'on faisait de l'IA. Voilà, c'était parce qu'en 2020, 2019-2020, il y avait un IA washing, tout le monde disait qu'il y avait de l'IA. En fait, ce n'était pas de l'IA, c'était de l'algorithmie de base, une simple macro visual basique. Certains disaient que c'était de l'IA. Bon, bref. Donc voilà. Donc on s'est mis à faire de l'IA. Et là, dans la stratégie, nous, on a toujours fait de l'IA. Même notre CTO, il a commencé l'IA en 2001. On l'a même découragé dans l'entreprise, dans le labo dans lequel il était, l'ont découragé à aller jusqu'à son doctorat en IA en disant que ça ne marchera jamais l'IA. Donc, on était dans ce contexte-là. Et nous, on a mis l'IA dès le début et on a voulu développer, être 100% propriétaire de nos briques IA. Et on a commencé comme ça. Sauf qu'à la vitesse où vont, donc on a des modèles open source, qu'on fait évoluer, sur lesquels on travaille, mais à la vitesse où se développent les modèles, des sociétés comme Anthropic, comme Mistral, comme OpenAI, en fait, on est obligé de les intégrer. Donc, on a une approche totalement hybride, déjà pour challenger nos modèles, et surtout pour répondre aux questions de nos clients, parce qu'il y a des modèles aujourd'hui qui sont presque plus performants que ce que l'on peut faire nous-mêmes. Donc, pour ne pas être dépassé, on est obligé d'avoir une approche hybride. Et ça, on ne l'imaginait pas au début, mais on n'a pas le choix. C'est un sujet de compétitivité. Moi, je ne suis pas un technicien chez AnotherWay, moi, je suis vraiment le manager, le CEO. Ce n'est pas moi le tech, mais par contre, en termes de stratégie, on ne peut pas ne pas être hybride, en fait. Malgré tous mes souhaits d'utiliser que Mistral ou que mon propre modèle. Merci. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Il est 29, mais on peut rester un peu. Je ne sais pas si vous avez le temps de rester un tout petit peu pour cette dernière question. Il y avait une question notamment sur la cible que vous adressez chez AnotherWay. Est-ce que c'est plutôt particulier, pro, un mélange des deux? Question de Yael. C'est que pro pour l'instant.
mais on travaille on fait que du B2B. Mais dans pas longtemps, il y a quelques entreprises qui vont mettre à disposition nos solutions pour le B2C, pour les particuliers. Donc, suivez l'info Another Way. Vous pourrez aller voir l'équivalent du Hyvin Pound, par exemple. Vous l'aurez sur le portail d'un grand assureur français qui proposera ça, powered by Another Way. Voilà, ou même plus, le test de phishing également sera là, donc vous pourrez y accéder. Et ce sera dans pas très longtemps. Je pense à la rentrée en septembre. Trop bien, ça répond du coup à la question d'Olivier. Si j'ai bien compris, je lis la question, vous utilisez plusieurs outils. Entre autres, vous utilisez un outil de scrapping sur le dark web. Cet outil utilise de l'IA pour indexer les données, entre autres, c'est une question. Et que fait l'IA dans ce cadre exactement? Oui, en fait, c'est ça. Le sujet, c'est oui, on utilise l'IA. Oui, on développe. Là, c'est notre cœur de notre technologie, c'est pas la cybersécurité, c'est la data science. Nous, c'est la collecte de données, mais de façon ciblée, pas massive, de façon ciblée. Et donc, forcément, on a dû développer nos propres technos pour aller sur le dark web, mais pas que, parce que le dark web, c'est presque facile à côté des réseaux sociaux, finalement, ou que le clear web. Donc, on a notre IA, en fait, et ce qu'elle fait, c'est que la donnée qu'on trouve en source ouverte, c'est de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence, la donnée, elle est souvent déstructurée, elle n'a pas un bon niveau de qualité. Et donc, nous, on a besoin de la mettre à un niveau de qualité quasiment parfait pour pouvoir l'exploiter et la restituer à nos différents utilisateurs. Et c'est là que l'IA arrive sur tout ce process. On a ce qu'on appelle un pipeline de gestion de données qui va permettre, par exemple, de faire la différence donc dans un fichier brut de data où l'œil humain est paumé, ne voit pas la distinction entre les éléments, de pouvoir distinguer à l'intérieur qu'est-ce qui est un numéro de téléphone, qu'est-ce qui est une date de naissance, qu'est-ce qui est une adresse postale, qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui est dans une autre langue, quelle est la différence, est-ce que cette chaîne de chiffres, est-ce que c'est un numéro de sécurité française, un numéro de sécurité sociale français ou un numéro de téléphone new-yorkais, est-ce que cette chaîne de lettres, c'est un prénom russe ou un nom roumain, vous voyez, et l'IA arrive et fait ça en fait. Et donc, elle indexe toutes ces datas-là qui permet ensuite de les exploiter, de les restituer à leurs propriétaires quand ils sont utilisateurs. Trop bien. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai remis dans l'onglet questions le lien pour le webinaire de jeudi si ça vous intéresse. Et du coup, il me reste à vous remercier, Philippe et Adrien, pour ces interventions qui étaient, comme le dit Nathalie, d'une immense qualité. C'était super intéressant. Et puis, encore une fois, le replay sera disponible si jamais vous voulez le reconsulter. Et puis aussi pour qu'on le diffuse un peu plus. Merci beaucoup pour votre temps et pour tout ça. Merci on se retrouve tous à Vivatech alors. On se retrouve à Vivatech. Merci. Bonne journée. Au revoir.